Bonjour Nicolas Millet. Bonjour Bertrand. Merci de nous rejoindre en direct sur ce plateau. Vous êtes le responsable cyberservice de Sigma. Sigma, un des 3 partenaires de cette matinale. Donc déjà, merci d'être partenaire de cette matinale. Merci de l'invitation surtout. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Sigma déjà et son SOC, son équipe sécurité de l'information? Oui. Alors Sigma Informatique est une entreprise de services numériques. Nous sommes une ESN située sur la région nantaise. On a un adressage national avec 5 implantations qui nous permet d'accompagner la totalité de nos clients sur leur transformation de leur SI, les nouveaux usages, Yannick en parlait, sur l'intelligence artificielle et tout ce qui va être les applicatifs métiers, sur la RH, la supply, etc. Donc peut-être une présentation du groupe voilà, qu'on peut voir. Donc 700 collaborateurs. Sigma a 50 ans, donc on est une entreprise qui a un certain nombre d'actifs et d'historiques avec 2200 clients qui nous font confiance. Et en fait, on a une particularité, une ambition, c'est celle d'accompagner nos clients dans un numérique raisonné, un usage du numérique raisonné. Et donc, on est une des premières ESN à être devenue entreprise à mission. C'est-à-dire qu'au-delà du développement économique de la société, on porte une raison d'être qui est celle d'apporter des solutions innovantes qui apportent la performance économique, mais aussi, on va dire, écologique et sociétale des entreprises. On accompagne les sociétés sur 5 piliers majeurs, donc l'édition, l'intégration, la data, le cloud, et bien entendu le pilier de la cybersécurité qui nous intéresse. Et au premier titre, Sigma Éditeur et Sigma Hébergeur va utiliser l'IA au quotidien dans les services. La réponse à incident, on va y venir tout à l'heure. Donc ça, c'est un point important. Si on fait un focus un peu plus sur le SOC, donc le SOC, c'est un centre opérationnel de sécurité. C'est une quarantaine de personnes chez Sigma. On est 100% français. On opère par ADN du fait de notre activité d'hébergeur. On opère en 24/7 avec une autre réactivité inférieure à 30 minutes sur les incidents les plus critiques. On a différents partenaires, on y reviendra tout à l'heure, qui nous proposent déjà sur mesure et on va dire dans le cloud des solutions d'intelligence artificielle. Et on va accompagner nos clients sur une réponse globale à 360 degrés. Donc ça va de l'audit, on en parlait avec toute la réglementation NIS 2 et tous les éléments qui ont été mis en place. Donc l'audit et la gouvernance qui vont permettre de construire un système de sécurité qui va améliorer durablement la posture de sécurité de nos clients. La sensibilisation, donc toujours responsable de 2/3 des attaques, l'utilisateur et l'adoption qu'il peut avoir, manipule, ou j'utilise OpenIA ou j'expose un certain nombre d'informations. Donc on a notamment conçu un programme de sensibilisation à destination des utilisateurs. Et ce programme-là, il est conçu comme une série Netflix. Chaque mois, on sollicite les utilisateurs, soit par des exercices, soit par du contenu, pour les sensibiliser aux risques cyber et leur donner les premiers réflexes pour empêcher ça. Et puis ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la détection et la réponse à incident. Donc comment l'IA améliore ces éléments-là et comment on va plus loin dans la remédiation du système d'information. Alors quels sont les principaux enjeux qui sont liés à l'IA que vous rencontrez? Là, vous avez énormément de choses à nous raconter parce qu'évidemment, on est au cœur de votre sujet et du sujet de cette matinale. Ouais, merci. Alors effectivement, le premier élément, c'est qu'en fait, déjà, si je commence, l'IA, Yannick en a parlé, c'est autant un sujet d'attaquant que de défenseur. Nous, on est défenseurs dans la stratégie, donc on va l'utiliser pour gérer ces millions d'événements de sécurité et d'apporter de la réactivité et de la qualité pour les ingénieurs dans le traitement et on va dire l'identification de l'incident. Pour autant, les attaquants, ils l'utilisent au quotidien aussi. Ils sont professionnalisés, ils utilisent l'IA pour justement, tout à l'heure on parlait du deepfake, du deepface pour se faire passer, pour faire de l'arnaque au président. Aujourd'hui, ils peuvent aller pirater très très loin. On met encore parfois plusieurs jours avant de détecter la présence d'un pirate dans un système d'information. Donc l'IA, c'est aussi un outil pour les attaquants pour être plus performants et toujours plus malins dans l'attaque. Pour nous, l'IA, c'est aussi un outil, c'est une technologie, mais ça sert l'humain. Et on va y revenir tout à l'heure. Alors, on a quand même des bonnes pratiques, c'est-à-dire que nous, quand on accompagne les clients, première des choses, c'est qu'on se base, alors on pourrait parler du NIST, mais là, nous, on s'appuie sur le Zero Trust. Le Zero Trust, c'est un premier élément qui est majeur, c'est que c'est un modèle, une méthodologie qui fait que je prends comme principe que mon SI peut être compromis. Donc l'idée aujourd'hui, c'est plus de savoir si je vais être attaqué, c'est je vais être attaqué, c'est à quelle fréquence et quelle va être l'ampleur dans l'impact. Et donc l'idée, c'est de décomposer le système d'information dans des différentes bulles. Et ces bulles-là, ça va nous permettre de sortir de cette sécurité un peu historique périmétrique pour aller capter ces éléments. Donc on va collecter des milliers, des millions d'événements de sécurité en permanence. Et donc l'IA, là, elle est centrale. Elle est centrale dans la capacité à traiter, à digérer et à collecter et à corréler
ces événements de sécurité pourraient détecter une connexion sur un serveur, un rebond sur X machine, etc. Donc c'est des millions d'événements. Un humain ne pourrait jamais traiter ça. Deuxième chose, Yannick en a parlé aussi, sur le machine learning. Il y a plein de modèles qui sont mis à disposition par nos partenaires, IBM, Microsoft, qui font que les solutions, elles apprennent au quotidien. On voit les attaques, même les malwares peuvent être détectés aujourd'hui par l'IA, etc. Donc en fait, en termes de corrélation et de gestion de millions d'événements, l'IA est centrale par rapport à ça. Effectivement, quand on prend un annuaire d'entreprise, de l'application SaaS, du firewall, un firewall, ça va générer jusqu'à 30-40 gigas de logs par jour. Un humain ne pourra jamais traiter ces sujets-là. L'IA, on l'utilise aussi, nous, à l'hébergement, en tout cas en service managé. On a un sujet tendance qui est l'observabilité, c'est-à-dire la capacité à tracer toutes les logs de sécurité de mon système d'information et mettre de l'IA pour faire de la maintenance prédictive ou préventive. Je sais que telle solution ou tel système a 3 ans d'ancienneté et donc il est exposé à telle vulnérabilité. Donc en fait, nos équipes vont utiliser l'IA pour prévenir, prédire quelles interventions on doit ou faire du patch management sur les infrastructures pour prévenir le risque cyber. Donc voilà, l'IA au cœur de la collecte, la réponse automatisée et la réponse, on va dire, de volume aux événements de sécurité. Il y a vraiment un changement de paradigme total sur la notion du prédictif. En fait, on parle beaucoup de résilience en ce moment, mais c'est vraiment dans ce prédictif. Alors, on fait ceinture-bretelle, pour prendre une expression courante. Oui. C'est avec d'un côté Zero Trust, et puis on met de l'IA pour essayer d'analyser en fait, et de prévoir. Alors, Zero Trust, c'est des bonnes pratiques, c'est de la méthodologie. On dit toujours que la cybersécurité, ce n'est pas un projet de 2 mois, c'est un long parcours. Les Américains appellent ça le journey. C'est l'aventure dans laquelle on va construire petit à petit une réponse à 360 degrés de son SI et gérer ses risques cyber. Moi, j'aime bien, la première fois que je rencontre les clients, c'est finalement où sont les bijoux de la couronne. Est-ce qu'ils sont plus sur le poste de travail? Est-ce que votre propriété intellectuelle est plus dans votre data, dans votre CRM, dans votre applicatif métier? Et en fait, on a une approche sectorielle assez forte qui nous permet d'accompagner ces clients-là. Nicolas, est-ce que vous avez le sentiment général que l'IA va être une réponse à tout et une réponse à tout? Et ça me semble un petit peu présomptueux, mais est-ce que ça va l'être? Alors, ça va être une réponse à 60-70% du sujet, parce que je vous ai dit, on est quand même dans une logique de technicité très très forte. Donc l'IA va nous aider à répondre à ces enjeux de technicité. On va être dans une logique de volume. Donc l'IA va nous aider par ses modèles prédictifs à anticiper et à corréler et à qualifier un peu plus automatiquement. Par contre, l'humain reste au centre. Tout à l'heure, je le disais, Sigma a une approche très sectorielle, c'est-à-dire qu'on va adresser 5-6 secteurs. Je peux citer la santé, je peux citer l'assurance mutuelle, par exemple. Donc, on s'est spécialisé là-dedans. Et la valeur de l'humain aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on reprend le principe du concept de l'analyste augmenté, c'est comment l'analyste qui, là, est lui au niveau 1, niveau 2, face à l'incident, comment il va bénéficier de l'IA et quelle est la concentration qu'il va avoir dans requalifier ou valider ce que l'IA a remonté comme information. Donc l'analyste doit se concentrer sur véritablement ce que lui apporte l'IA, valider la démarche et accompagner. Il va gagner du temps. Et ce temps-là, nous, on l'utilise à justement appréhender le contexte du client. Quand aujourd'hui, je fais la cybersécurité d'un centre hospitalier, quand je vais appuyer sur le bouton en disant j'isole le poste de travail, etc., il faut que je comprenne que derrière, il y a peut-être un centre de radiothérapie, il y a peut-être un scanner. Quand je suis dans les assurances mutuelles, je coupe un système, peut-être que c'est le système de remboursement ou des données personnelles qui vont être traitées derrière. Si l'analyste, dans son quotidien, n'a pas conscience du geste métier qu'il est en train de faire quand il remédie à un incident de sécurité, on passe à côté du service qu'on propose à nos clients. Donc l'IA, elle va servir à gagner du temps et à faire concentrer l'analyste dans justement l'appréhension du contexte du client, la remédiation avec conscience, donc avoir le geste sûr, et puis surtout l'analyste, il va aller accompagner le client dans l'amélioration de sa posture de sécurité, l'optimisation des règles. L'IA peut avoir des travers, c'est que le modèle, il va petit à petit dévier, et alors, comme Vol qui intervient après en parlera mieux que moi, mais l'idée c'est qu'on doit, l'analyse contribue avec ses gestes à améliorer petit à petit la posture. Donc j'ai envie de dire qu'à 60% l'IA va améliorer l'efficacité et la productivité, 40% l'humain va garantir on va dire la personnalisation et la qualité du service rendu. Continuons à parler un petit peu de cette notion de synergie entre l'IA et l'humain, en fait. Comment est-ce que cette culture synergique
se met en place dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on fait pour que l'humain trouve sa place à l'intérieur et que, à terme, il soit toujours un acteur opérationnel aux côtés de l'IA qui ne fait que grimper en puissance? Alors déjà, dans le recrutement, on a vu il y a une pénurie des acteurs de la cybersécurité. On a assez peu de recul sur les formations d'ingénieurs cybersécurité. Donc on a quand même cette capacité à recruter des gens qui ont cette technicité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de recruter des profils un peu seniors, qui ont un peu roulé leur boss dans le monde des systèmes d'information, pour justement avoir la bonne appréhension des différents composants du système d'information. Quelqu'un qui vient du réseau va avoir un intérêt assez fort sur ce qui peut se passer et l'exposition au risque, typiquement web ou ce genre de choses. Les gens qui étaient sur la gestion des identités, qui est aujourd'hui une des failles de sécurité majeures, c'est important. Donc des gens qui ont fait des projets avec de la proximité client, de la connaissance de l'expertise sectorielle, c'est important. Donc on essaye, nous, d'avoir un mix dans nos équipes au niveau du SOC sur des experts cyber et des gens qui ont une compétence ou des multi-compétences sur les solutions et sur toutes les composantes du SI. C'est vraiment le sujet de la remédiation avec conscience et la détection avec confiance. Et le pourcentage entre l'IA et l'humain dont vous parliez tout à l'heure, il va bouger ou pas? Alors aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il bouge encore plus. Et je pense qu'il va plus bouger côté attaquant que côté défenseur. Parce que chaque jour qui passe, c'est de nouveaux usages et des choses qui s'exposent de plus en plus. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les attaquants donnent un peu le là de toute cette histoire et de la synergie finalement. Alors même si on fait du préventif, même si l'audit, les directives comme NIS2 qui vont s'appliquer là vont faire qu'on va étendre les capacités de la cybersécurité, on va aller beaucoup plus loin, on va toujours être en réaction et en réponse, malheureusement. Et Dieu sait que la professionnalisation des cyberattaquants est là. Et en plus, la France, malheureusement, par l'actualité des JO, mais aussi par notre tissu économique, où on a beaucoup de PME qui sont malheureusement assez peu équipées aujourd'hui en termes de réponse cyber, on est particulièrement exposé. Je crois qu'on est toujours 4e pays mondial exposé au risque cyber. Donc, vous voyez, ça reste très, très important. Bon, Nicolas, dans un instant, on prendra les questions. Si vous nous regardez, et vous nous regardez évidemment puisque vous êtes là en direct, vous pouvez intervenir à droite de la vision, de la vidéo que vous regardez. Vous avez la possibilité de nous envoyer des questions pour Nicolas, par exemple, dans un instant. On va essayer de faire un petit tour global de votre vision générale, en fait, des principales tendances que vous identifiez autour de tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait un peu exhaustif de tout ça? Alors, très clairement, il y a quelque chose, et l'IA est au cœur. Aujourd'hui, l'IA, avec la générative IA, on en parlait, va faire qu'en fait, on a une explosion de la surface d'attaque qu'on expose justement aux attaquants. Aujourd'hui, un utilisateur, est-ce qu'il a conscience que pour aller justement utiliser ChatGPT, etc., il va exposer de la donnée sensible de son entreprise pour bénéficier de ces informations? Quand on prend OpenIA de Microsoft ou d'autres solutions, elle demande un prérequis, c'est d'exposer sa donnée dans le cloud, même si on la sécurise, on la prépare, elle est quand même exposée dans le cloud. Donc en fait, tous ces nouveaux usages, plus l'hybridation qui est liée du Covid, où on a tous mélangé le pro, le perso, les équipements. On a fait appel pour être plus agile à des solutions SaaS dont on ne maîtrise pas forcément les éditeurs, la sécurité chez les éditeurs, voire même certains utilisateurs souscrivent à des services sans qu'on le sache, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Donc un bon projet cyber doit nous permettre d'identifier ce shadow IT. Donc quand on fait le croisement, et c'est pour ça que je fais souvent la petite addition là, nouveaux usages, hybridation des usages et du SI, ça fait surface d'attaque exposée. Donc ça veut dire qu'en fait, on est au tout début encore de la maîtrise du risque et même de la prise de conscience du risque dans les stratégies d'entreprise. Donc on est au tout début. Donc face à ça, on doit mettre en place des réponses. Il y a le Gartner, il y a quelques années et quelques mois, ils ont intégré le principe, une démarche qui s'appelle le Digital Immune System. Je reprends l'image du Covid, c'est comment on va tous collectivement renforcer la sécurité des applications et des systèmes d'information pour finalement vivre avec les cyberattaques. C'est-à-dire que plus on va réagir vite, plus on va les prévenir, moins elles auront d'impact. Et on vivra très bien avec cette cyberattaque. Donc le Digital Immune System, ça veut dire que toute la chaîne de valeur, éditeurs, hébergeurs, SOC comme on l'est chez Sigma, doivent mettre en place de la prévention. Et c'est le début avec NIS2, comme on l'a fait avec le RGPD. Mais demain, toutes les entreprises doivent mettre ça en place pour que justement ça réduise le risque by design. Et aujourd'hui, quand nous on intervient en construction ou en édition logicielle, on essaye d'intégrer le risque cyber dès le début. Tout à l'heure, Yannick disait, oui, on a l'explosion de l'IA sur le cloud, on est allé vite et on n'a pas forcément pris garde à la sécurité. Là, pour des clients qui ont des SI avec des legacy forts, avec du réglementaire fort, il faut intégrer la sécurité by design. Donc, plus de surface d'attaque, mais des réponses globales pour apporter du 360 degrés.
Si on résume, en fait, on navigue un petit peu à vue sur le futur, parce qu'évidemment, tout ça bouge très, très, très rapidement. Et en même temps, déjà, il y a de l'acquis, il y a des choses à mettre en place. Et il y a ce NIS 2 dont vous parliez, qui doit être adopté légalement en France au mois d'octobre prochain, je crois. Et puis après, la mise en service, on n'a pas la date précise aujourd'hui, mais enfin, les entreprises vont devoir montrer qu'elles sont proactives là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que NIS 2 va avoir une réponse globale, des mesures organisationnelles, comment je fais des exercices de cybercrise, comment j'intègre le risque cyber dans ma gouvernance et ma stratégie d'entreprise, et puis une réponse technologique. C'est de quoi je me dote sur chacun de mes composants pour renforcer durablement ma posture de sécurité. Et donc, ça veut dire que c'est un accompagnement sur le long terme. Alors, on est nombre d'acteurs. Nous, on a un petit différenciant, c'est effectivement l'ADN 24/7. Et puis, cette capacité à faire au-delà de la cybersécurité, de la remédiation et des services managés. Donc, c'est relativement intéressant. On est aussi sur des secteurs, comme je disais, la santé, l'assurance, le banque, le transport, qui sont des secteurs stratégiques, avec pas mal d'entités essentielles et importantes. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'accompagner ces clients dans cette mise en place progressive. On est au tout début de l'histoire. Les grandes entreprises l'ont adopté depuis longtemps, mais effectivement, le tissu PME-ETI est à conquérir et on a pas mal de pain sur la planche. Alors, on a des questions qui arrivent en régie, en fait. On vient d'en transmettre une. Quelle est la solution qui est économiquement viable pour les TPE et les PME aujourd'hui? Parce que, évidemment, tout ça, on se dit, bon, c'est réservé aux grands acteurs parce que ça nécessite un volume opérationnel qui est important. Est-ce que les TPE, PME peuvent rentrer dans le jeu? Alors, il faut démystifier. On dit toujours que la sécurité, avant, ça coûte cher. Après, c'est trop tard. Donc, effectivement, il y a des technologies qui répondent très rapidement à des premiers besoins. On l'a vu tout à l'heure, la décomposition du système d'information en différentes bulles doit nous permettre de poser où est l'exposition au risque le maximal. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. Déjà, il faut remplacer vos antivirus par ce qu'on appelle la nouvelle génération qui va intégrer l'analyse comportementale. Donc très basiquement, aujourd'hui, intégrer des solutions de type EDR sur les postes de travail vont permettre de prévenir des comportements à risque des utilisateurs et vont permettre de détecter, on va dire, 60 à 70% de vulnérabilité en plus sur les postes de travail. Donc pour moi, une PME, elle va traiter ça. Deuxième chose, c'est les identités. Je prends souvent l'image, la sécurité, il y a 10 ans, c'était un château fort. On mettait les remparts les plus hauts possibles et on disait, bon, ici, il ne sera jamais attaqué. Sauf que les attaquants, depuis, ils se font passer pour les habitants du château fort en volant leurs identités. Et en fait, ils accèdent à votre récit par ce biais-là et tout tombe à plat. Donc le deuxième point, si je dois faire, c'est la gestion des identités, l'authentification forte, l'AD. Et là, on est sur quelques euros par utilisateur et par mois, tout à fait accessible par des PME. Nous, en termes de service manager, on est en train de parler de 4-5 euros par mois par utilisateur. Donc, c'est des tout petits budgets qui permettent déjà d'avoir 30, 40, 50% de sécurité pour quelques euros par mois et par utilisateur. Très concret. Autre question qui concerne les données qui alimentent les IA, parce qu'on a parlé de toutes ces IA qui peuvent aider en matière de sécurité, mais il faut les alimenter avec des données. D'où est-ce qu'on tire ces données-là en fait? Alors ça, c'est la grande crainte. C'est ce que la plupart de nos clients nous posent comme question en disant vous proposez des solutions cloud, des plateformes cloud pour faire de la cybersécurité, mais est-ce que finalement, c'est mes données qui vont servir pour enrichir le modèle? Alors, oui et non. Bien entendu, la plupart des données, et même la quasi-totalité des données des clients, ne sont jamais exposées et ne servent pas à ce titre-là. Donc il y a déjà plein de banques d'informations, de données sur notamment le référentiel des malwares, le référentiel des vulnérabilités, les attaques les plus fréquentes. Donc tous ces moteurs-là se nourrissent de cet historique-là. Deuxième chose, il y a l'analyse comportementale des analystes et des ingénieurs de cybersécurité au quotidien. Donc tous ces gestes de requalification de ce qu'on appelle les faux positifs en vrais positifs, etc., ça enrichit ce modèle. Donc il y a plein d'informations qui fait aujourd'hui on a 95-97% de performance dans les modèles prédictifs de l'IA. Et effectivement, chaque fois, à chaque comité ou de suivi, on essaye de redresser pour être tiré vers le maximum. Donc non, les données des clients ne sont jamais utilisées dans l'enrichissement, contrairement à l'IA générative. Là, on est vraiment sur la protection, 100% de la protection des données des clients. Bon, Nicolas, on n'a pas d'autres questions de la régie, de l'audience, mais moi j'en ai une en fait sur vos analystes chez Sigma. En fait, comment vous faites en sorte qu'ils soient toujours un peu à jour des nouvelles appréhensions et des nouveaux besoins des clients finalement? Alors, on en parlait tout à l'heure, l'IA va leur permettre de dégager du temps au quotidien justement pour aller faire de la veille. Donc on a une structure où on a des N1, N2, N3 et quelques experts cybersécurité. Donc on a mis en place un dispositif de veille. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum d'informations qu'on partage. Donc on essaye de mettre en place des capsules sur des thématiques particulières
qui font que les analystes puissent suivre au quotidien pour progresser sur certains domaines. On n'a pas parlé du hardening. Le hardening, c'est la capacité à renforcer très ponctuellement certains composants. On fait de l'hardening de l'Active Directory, c'est comment je vais changer la stratégie de mot de passe pour renforcer ma sécurité. Comment je vais aller mettre de la sécurité gateway sur du cloud Azure, par exemple. Très simple. C'est des micro-capsules comme ça qu'on crée pour que les analystes et les ingénieurs puissent accompagner les clients, sensibiliser, voire mettre en place pour de l'amélioration continue. Donc il y a de la veille, c'est crucial d'intégrer de la veille et d'avoir du temps. Et effectivement, il y a aussi cette escalade entre N1, N2, N3. On a encore beaucoup de profils juniors qu'on essaye de faire grandir. Crucial, si on veut garder un expert cyber, il faut lui dessiner une trajectoire vers de l'expertise, vers de l'accompagnement client. C'est indispensable aujourd'hui dans nos métiers. Merci Xavier d'être venu partager tout ça avec nous là sur ce plateau. Il y avait plein d'informations intéressantes, et notamment sur ce rapport donc, entre l'IA et l'humain. Merci à vous. Merci, et puis merci encore à Sigma d'être partenaire de cette matinale. Merci Bertrand. Vous avez parlé de Xavier Bourdelois de Comvote qui nous préciserait certaines choses. Ben, ça tombe bien, il arrive dans quelques secondes. Super. Eh ben, je passe la balle. Merci, bonne journée.